Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du professeur Benboubker Samira. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle et du travail de recherche, plus précisément comment faire sa thèse ou son mémoire de recherche avec l'intelligence artificielle. Commençons sans tarder. Alors aujourd'hui, donc on parle de l'intelligence artificielle et du travail de recherche, que ce soit la thèse, le mémoire ou le PFE de licence. Comment utiliser l'intelligence artificielle pour faire ce travail approfondi de recherche? On entend beaucoup de choses qui circulent, comme quoi il ne faut pas utiliser l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle serait synonyme de fraude. Je vais vous expliquer comment utiliser l'intelligence artificielle et que l'intelligence artificielle n'est en rien une fraude dans le travail de recherche, mais bien au contraire, un moyen pour améliorer votre recherche. Donc on va commencer déjà par une définition de l'intelligence artificielle pour dissiper tous les doutes. L'intelligence artificielle se réfère à la capacité d'une machine. On est bien une machine, on n'est pas face à un autre individu, à limiter des actions humaines telles que la réflexion, la conception de plans ou le fait de générer de la créativité. Générer de la réflexion, c'est une définition qui est un peu trop optimiste de l'intelligence artificielle, puisque nous allons voir que l'intelligence artificielle n'a pas cette capacité de réflexion à l'heure actuelle, puisqu'il y a plusieurs types d'IA, et que actuellement nous sommes dans une IA qui est ce qu'on appelle une IA faible, qui simplement exécute ce que nous lui demandons. Alors, l'intelligence artificielle aussi, c'est les vulnérabilités, donc toutes les atteintes qu'on peut avoir au droit de la propriété intellectuelle, aussi la protection des données personnelles. Donc ça, ce sont des risques liés à l'intelligence artificielle. Mais ces risques peuvent être en quelque sorte encadrés par le chercheur qui va en fait donner simplement une partie de ce qu'il recherche, ce qu'il a besoin, et pas mettre par exemple son travail de recherche dans l'intelligence artificielle, puisqu'on va voir que en fait la machine apprend de ce qu'on lui donne et qu'elle réutilise ces informations. Donc quand on est chercheur, et notamment quand on fait un travail de doctorat, quand on a des idées, quand on crée quelque chose, il faut à tout prix le protéger. Donc, à ce moment-là, il faudra faire attention quand vous allez utiliser l'intelligence artificielle pour éviter que vos idées, votre travail de recherche n'entre en fait dans cette grande machine et soit utilisé, partagé dans le monde entier. Il y a différents types d'IA. Il y a l'IA faible, forte et la super IA. Alors pourquoi ces trois catégories? Ça relève aussi un peu de la science-fiction, mais peut-être pas. Peut-être que d'ici quelques années, on aura des super intelligences artificielles qui seront capables d'imiter la pensée humaine. Alors pour comprendre, je vous ai fait une carte mentale qui classifie les intelligences artificielles. La première, c'est l'intelligence artificielle avec laquelle on va travailler et qui est actuellement disponible, c'est l'IA faible. Donc ce sont des systèmes à qui on va donner des tâches à faire et il va simplement les exécuter. Par exemple, quand vous avez Siri ou Alexia, vous lui dites oui, quelle est la météo aujourd'hui, il vous répond, il cherche l'information sur Internet et vous donne la réponse. Les logiciels de reconnaissance faciale aussi. Le fait de chatter avec ChatGPT par exemple, c'est un agent conversationnel. On en avait parlé dans la méthodologie de recherche avec l'intelligence artificielle. C'est un assistant qui vous permet de trouver de la documentation, de vous aider à reformuler, mais pas plus.
Et ce système-là, on avait expliqué qu'il fonctionnait sur le traitement du langage naturel, le NPL. Je vous invite à revoir cette vidéo dans la playlist méthodologie du travail universitaire. Donc, c'est des fonctions qui sont très limitées. Donc, c'est à vous de lui dire ce que vous voulez. Et pour arriver à une utilisation optimale de l'intelligence artificielle dans le travail de recherche, il faudra faire en amont tout un travail de décomposition, de séquençage pour lui donner des petites tâches à faire pour arriver à votre travail de recherche. Vous pensez, est-ce que je peux utiliser le ChatGPT pour rédiger mon mémoire, pour rédiger mon PFE? Non, c'est pas possible. Ce que on va voir aujourd'hui, c'est comment l'intelligence artificielle peut me faciliter ce travail de recherche, surtout dans la partie de recherche documentaire. Dans l'IA forte, donc là, c'est un système d'intelligence artificielle qui serait similaire à l'intelligence humaine. Donc avec une capacité à raisonner, à résoudre des problèmes, à avoir une pensée qui est abstraite. Donc ce serait une intelligence artificielle qui serait capable de comprendre l'humain. Donc ça, c'est l'IA forte. On n'y est pas encore. Vous avez la super intelligence artificielle. Et là, ce serait un système qui dépasserait l'intelligence humaine et dans tous les domaines. Et donc là, à ce moment-là, on serait dans un monde où les machines vont régner et on se retrouverait peut-être dans Matrix. Ce n'est pas le cas actuellement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment faire notre travail de recherche avec l'aide, je dis bien l'aide de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle n'aura pas cette capacité de réflexion que vous avez. Vous allez réfléchir et vous allez demander à l'intelligence artificielle de vous aider à trouver, je dis bien trouver, de la documentation pour faire votre travail de recherche. C'est le plus important. La recherche documentaire, qu'est-ce que c'est ? Je reprends ces points-là qu'on a déjà vus un peu dans la méthodologie du travail universitaire, mais là, je vais l'approfondir pour le travail de mémoire, de PFE ou de thèse. Il faut déjà dans un premier temps, quand on fait un travail de recherche, il faut collecter la documentation. C'est la période, par exemple, dans un doctorat qui prend le plus de temps. Ça peut aller de 18 mois à 2 ans, voire plus. Essayer d'analyser aussi la documentation qu'on va collecter. Donc il y a cette partie où on est là en train d'accumuler de la documentation, mais après il faut l'analyser et ensuite il faut l'exploiter. Donc il y a des étapes de recherche et des étapes d'utilisation de cette documentation. Et tout ça ce travail qui était difficile, parce que quand on allait en bibliothèque, il fallait récupérer la documentation, il fallait la lire, il fallait la résumer, il fallait la classer. Aujourd'hui, on peut aller très vite grâce à l'intelligence artificielle en collectant un maximum de documents et aussi en ayant une analyse rapide des documents, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on allait en bibliothèque, on trouvait un livre, il fallait le lire, il y avait des techniques de lecture rapide, lire le premier chapitre, le dernier, la première partie, le chapitre, les premières pages, la dernière page, pour essayer d'aller plus vite, de regarder la table des matières. Là, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est capable de résumer des documents, on est capable aussi d'accéder aux documents et de converser avec un chatbot en lui demandant est-ce que ce document contient ces mots-clés. Donc ça, c'est un gain de temps qui est considérable et ça permet aussi à l'étudiant d'éviter d'être saturé et aussi de se perdre dans la documentation qui est disponible et de cibler uniquement la documentation qui est nécessaire grâce à ce travail de séquençage et de concepts qu'on va convertir en mots-clés. On reviendra sur ce point-là. Donc il faut une méthodologie qui est rigoureuse, qui est au début et qui est votre travail à vous personnel.
Donc c'est pas l'intelligence artificielle qui va faire ce travail de séquençage au début. Ensuite, il faut savoir que quand on fait un travail de recherche, quand on fait donc un mémoire ou une thèse, il faut qu'on ait accès à de la documentation qui est fiable, c'est-à-dire de la documentation scientifique, académique, reconnue dans des revues qui sont soit indexées, soit qui sont des revues reconnues. Donc, il y a un besoin de documentation fiable. Donc là aussi, avec l'intelligence artificielle et l'agent conversationnel qui est disponible sur certains sites, vous pouvez cibler le type de documentation que vous voulez. Alors, la recherche documentaire, elle répond à une dynamique. Déjà, en premier lieu, il faut définir son sujet. Pour le délimiter et pour éviter de se perdre dans la masse de la documentation et puis aussi de tomber dans le hors-sujet. Donc vraiment délimiter clairement son sujet. Formuler aussi des questions de recherche dès le début en lisant un peu. Donc il y a un petit travail où on essaye de se familiariser avec ce sujet de recherche. La plupart des étudiants mettent le mémoire dans Google et puis après ils viennent voir le professeur en lui disant oui mais j'ai pas trouvé de documentation. Là je vais vous dire comment faire pour trouver la documentation de manière efficace et sans pour autant dire qu'il n'y a pas de documentation parce que vous l'avez pas trouvé sur Google. Donc, ces questions de recherche vont permettre l'identification de concepts et ensuite de mots-clés. Pour l'information, il faut de l'information fiable, par exemple site officiel, des sites de ressources de travaux académiques, les sites d'universités qui publient des travaux, le site par exemple du CNRS avec à l'archive, ce sont de la documentation disponible en ligne en open source. Donc là, je referai aussi une autre vidéo sur comment faire de la documentation, comment faire de la recherche avec la documentation disponible uniquement en ligne en open edition. Ça, c'est tout à fait possible. Et donc, utiliser tous les outils de recherche. Donc, il faut avoir quand même une stratégie de recherche, avoir des délimitations, avoir des exclusions, c'est-à-dire des domaines que vous n'allez pas toucher. Donc ça aussi, avec l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir éliminer des parties de recherche qui ne vont pas concerner votre thèse ou votre mémoire. Apprendre à utiliser des moteurs de recherche académiques et qui contiennent de plus en plus d'agents conversationnels ou d'intelligence artificielle. C'est par exemple le cas de Consensus. J'en avais parlé dans la méthodologie du travail universitaire. Et au début, Consensus n'avait pas intégré l'intelligence artificielle. On avait Perplexity, qui était un outil très efficace et qui paraissait plus évolué que Consensus. Consensus maintenant a aussi son chatbot et elle aussi, Consensus utilise l'intelligence artificielle pour faire des résumés, pour faire de la recherche, pour cibler des mots-clés. Donc on va avoir en quelque sorte une uniformisation de l'intelligence artificielle au sein des moteurs de recherche académiques et scientifiques, et c'est une très bonne chose. On attend aussi que ça se fasse également au niveau des bases de données des bibliothèques. Actuellement, dans les bibliothèques physiques, dans les catalogues, il n'y a pas d'agent conversationnel. Donc peut-être que ça va arriver très prochainement et ça permettra aux chercheurs ou à l'étudiant de cibler plus précisément sa recherche au lieu de se noyer dans des ouvrages. Donc, il y a aussi ce besoin de trouver de la documentation qui est fiable, avec des références, avec ce qu'on appelle des citations. Là aussi, l'intelligence artificielle peut nous aider à trouver des documents qui ont un fort taux de citation, des documents qui sont pertinents et qui sont reconnus dans le domaine.
Donc là, c'est ce travail généraliste qui est fait dans la documentation, dans la recherche documentaire. On a d'abord cette vision qui est généraliste, où on essaye de se familiariser avec le sujet, avec des concepts généralistes qu'on va trouver dans des encyclopédies, dans des dictionnaires. On va essayer d'avoir une vue d'ensemble du sujet. Et puis, plus on descend, plus on zoome sur notre sujet, en quelque sorte. Et on va essayer d'approfondir notre recherche avec des documents qui sont plus spécialisés. Quand on était dans la recherche dite traditionnelle, on allait voir des précis, des ouvrages spécialisés, on essayait de voir, par exemple, en droit, des traités, donc ce qui nous permettait d'avoir à la fois une vue d'ensemble et un point de vue spécifique sur des points spécialisés, parce que ces traités ou des jurisclasseurs vont nous renvoyer, avec la bibliographie qui était disponible à l'intérieur, vont nous renvoyer directement à de la documentation plus précise, plus spécialisée, plus axée vers la recherche, comme des thèses de doctorat, des articles scientifiques publiés dans des revues juridiques. Alors, donc, quand on commence à faire ce travail de recherche, avant de se lancer dans le questionnement des moteurs de recherche académiques avec intelligence artificielle, il faut déjà tracer les grandes lignes du sujet. Donc, c'est ce travail qu'on fait en amont de débroussailler, de clarifier le chemin, puisque la thèse, c'est un travail quand même qui est assez solitaire, donc il faut qu'on ait une vision claire, il faut qu'on ait un chemin qui va nous guider dans notre travail de recherche, pas à pas, un espèce de fil conducteur, et on est obligé de faire ce travail-là qu'on peut faire avec de la documentation physique, et aussi de la documentation qui est disponible en ligne via l'intelligence artificielle qui va trouver cette documentation qui est aussi généraliste. On a aussi besoin, quand on commence un travail de recherche, d'essayer de voir les grandes tendances, les grandes familles, les grandes classifications, les points de vue, les camps. Donc ça aussi, c'est à force de voir la documentation, de voir les auteurs, de voir les points de vue de chaque auteur, qu'on va essayer de scinder en deux ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Donc cette diversité-là, je dois également l'exploiter dans le cadre de cette recherche documentaire via intelligence artificielle. Ensuite, il y a la doctrine qui passe son temps à classifier. Comme je le dis tout le temps, le droit adore les classifications, mais c'est valable aussi pour toutes les matières. Donc, vous avez des écoles de pensée, vous avez des grandes catégories, par exemple, dans le droit. Et donc, c'est se poser la question, ces catégories, la recherche de cette classification, est-ce qu'il y a eu plusieurs classifications? Donc ça aussi, c'est un travail de décomposition, de séquençage qui est important et qui va nous permettre de diviser les tâches que je vais demander à l'intelligence artificielle pour me trouver de la documentation. Donc c'est un processus avant de questionner l'intelligence artificielle. Je dois d'abord, en premier lieu, faire ce travail de familiarisation avec le sujet. Je vais, après avoir vu toutes ces idées, ces catégories, ces familles, ces classifications, ces clivages au niveau de la doctrine, au niveau des écoles de pensée, je vais isoler les concepts, je vais identifier les principales écoles, principales idées, les principales théories. Je vais aussi décomposer et trouver des sous-thèmes. Donc, autant je vais décomposer, autant je pourrai utiliser ces sous-thèmes ou ces sous-catégories pour demander des tâches à l'intelligence artificielle. Ensuite, là, c'est en premier lieu, je vais faire ce travail de décomposition. Ensuite, je vais avoir cette traduction, cette conversion en quelque sorte des concepts en mots-clés.
Et donc là aussi, c'est important parce que toutes ces thématiques, je ne peux pas les rentrer comme ça et je vais devoir faire des mots-clés. Donc je fais comme en mathématiques, quand on avait des fractions, on devait arriver à la simplification. Donc là, je vais décomposer et chaque chose que je vais décomposer, je vais la simplifier. Et pour la simplifier, ça va être la conversion en mots-clés. Aussi, n'oublions pas que chaque auteur va utiliser une terminologie. Donc, quand je vais trouver des mots-clés, il faut que je trouve les mots-clés, mais également avec leurs synonymes, avec leurs variantes, avec les concepts qui sont voisins, pour éviter de ne pas exploiter toute la documentation qui sera disponible dans cette thématique. Donc, c'est vraiment un travail de décomposition, c'est un travail de précision. Je dois décomposer autant que possible pour avoir le plus de mots-clés. Donc c'est cette dernière étape de séquençage et aussi il faut que j'ai un ordre. Donc tous ces concepts que je vais traduire, il faut qu'il y ait un enchaînement logique entre les concepts. Et donc ça aussi, c'est important de le faire dans la recherche documentaire parce que si je commence par la fin, je vais louper certaines choses. Peut-être que si je commence par le début, je vais avoir une continuité et un enchaînement et d'autres mots-clés, d'autres concepts vont apparaître que je vais convertir en mots-clés. Donc, une structuration de la pensée qui doit également se traduire dans la structuration des mots-clés et aussi dans leur utilisation lorsque je vais faire mon travail de recherche. Alors, donc, habituellement, on va sur les catalogues de bibliothèques qui nous vont nous donner. Donc, on est obligé de mettre des mots-clés pour essayer de trouver le plus de documentation possible. Je vais faire des requêtes. Rappelez-vous ce qu'on avait vu dans la méthodologie du travail universitaire. Je vais faire des requêtes et je vais avoir ensuite des documents, des références qu'on appelle des notices. Et donc c'est ces requêtes qui vont me permettre de trouver la documentation dans les bases de données des universités, dans les catalogues des universités. Ça aussi, c'est un concept, c'est une méthode de recherche qu'on avait déjà vue avec la technique des opérateurs booléens et ou sauf. Donc quand je mets et, ça veut dire que dans le moteur de recherche du catalogue, je vais demander à obtenir toutes les notices documentaires qui contiennent ce mot-clé et ce mot-clé, et je vais demander à ce qu'il y ait leur présence de manière simultanée dans la recherche des mots-clés. Quand je mets ou, ça veut dire que je cherche ce mot-clé ou un autre mot-clé qui comporte soit l'un, soit l'autre dans la description de la notice ou dans le titre. Ça aussi, je pourrais le spécifier. Sauf, ça veut dire que je vais chercher un mot-clé, mais je ne veux pas trouver de la documentation avec ce mot-clé. Donc, ce sera l'exclusion. Donc ça, c'est typique des moteurs de recherche traditionnels, sans intelligence artificielle, pour les moteurs de catalogue de bibliothèque, par exemple. On a aussi les opérateurs de proximité, choisir des termes, soit je cherche le nom de l'auteur, soit je vais chercher les mots-clés dans le titre, dans le domaine, donc trouver dans la notice, dans le résumé. Donc c'est une précision des opérateurs, soit je vais demander que ce soit dans le champ libre et il va me le trouver soit dans le titre, soit dans le résumé de l'ouvrage, dans l'abstract. Ça dépend. Ensuite, je peux demander que ce soit de trouver un auteur ou un titre. Donc nous, au Maroc, on a par exemple le catalogue de la bibliothèque du Royaume du Maroc qui va vous permettre d'accéder à un certain nombre de bibliothèques. Donc il y a une centralisation des bibliothèques et si par exemple vous avez besoin de documentation,
vous pouvez aller directement sur ce site et savoir l'ouvrage est disponible dans quelle bibliothèque. Donc ça aussi, c'est un bon moyen pour un étudiant qui a besoin peut-être d'un ouvrage physique d'aller dans la bibliothèque où ce livre est disponible sans pour autant se déplacer au préalable et chercher directement dans la bibliothèque. Donc c'est un gain de temps. On a aussi le Sudoc en France qui est sur le même fonctionnement que la bibliothèque du Royaume du Maroc où vous avez la documentation et le lieu de disponibilité de cette documentation. Donc là, il n'y a pas d'intelligence artificielle, ce sont des catalogues de bibliothèques pour obtenir de la documentation physique. On a besoin d'utiliser l'intelligence artificielle, mais également des ouvrages physiques disponibles en bibliothèque. Alors, comment fonctionne l'intelligence artificielle dans la recherche documentaire? Donc, on a fait un petit passage par la recherche traditionnelle, ce qui est nécessaire parce que la recherche traditionnelle, sa méthodologie va être utilisée avec l'intelligence artificielle. Les mots-clés vont permettre de chercher de manière plus efficace vos documents. Donc, il y a des algorithmes de recherche qui vont générer des recommandations de contenu et avec ce que vous allez lui donner, l'intelligence artificielle va pouvoir faire un filtrage du contenu qui est pertinent en fonction des requêtes de ce que vous lui avez demandé. Grâce à qui vous allez faire ça? Grâce à l'agent conversationnel. Ce chatbot, comme on l'appelle, c'est avec lui que vous allez interagir. Il va pas réfléchir à votre place, bien évidemment. C'est vous qui lui demandez ce que vous avez besoin. Donc, c'est vous qui réfléchissez. Et donc, l'intelligence artificielle ne peut pas faire votre travail de recherche. C'est vous qui lui demandez ce que vous avez besoin. Et en chattant avec lui, en lui disant « j'ai besoin de tel document, j'aimerais que ça couvre telle période ou telle ère géographique, par exemple », et il va vous suggérer de la documentation qui sera plus précise et plus personnalisée. Ce qui est avantageux aussi, c'est que maintenant, avec ces outils d'intelligence artificielle, vous pouvez instantanément résumer la documentation que vous avez trouvée et vous allez parler avec l'agent conversationnel. Vous allez lui dire que vous voulez un résumé de 10 lignes. Vous voulez savoir si ce document que vous avez trouvé, qui a été trouvé par l'intelligence artificielle, contient des mots-clés supplémentaires que vous allez demander. Donc ça aussi, c'est un gain de temps considérable. Donc là, on va voir ensemble des sites internet qui sont disponibles pour faire cette recherche documentaire avec l'intelligence artificielle. Donc je vous en ai trouvé quelques-uns, mais il y en a énormément. Consensus, c'est adapté. Perplexity, vous avez C-Space, qui est très bien. OpenRead Academy, Elicit aussi, mais bon, il y a cette limitation pour l'accès gratuit que pour une certaine période. L'accès gratuit est disponible pour ces outils, mais c'est des limitations à 2 recherches, par exemple, par jour, ou 2 résumés. Donc, si vous avez besoin de prendre un abonnement, c'est possible, mais sachez que vous pouvez avoir la version gratuite.